Cette semaine à l'émission, je vous propose une entrevue exclusive avec le premier magistrat de la ville de Laval, M. Gilles Vaillancourt. Donc, une proposition de mise à jour entièrement consacrée aux récentes annonces de grands projets à Laval. Ça bouge beaucoup. Avant toute chose, une rétrospective de l'actualité locale et régionale. Voici mise à jour à l'antenne de la télévision régionale de Laval. Ici Marius Brisson, c'est un plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette nouvelle mise à jour, un magazine d'actualité et de réflexion d'une trentaine de minutes pendant lequel nous examinons un sujet d'intérêt en vous présentant différents points de vue. Et au menu aujourd'hui, les grands projets qui se préparent et qui s'annoncent à un rythme infernal à Laval. On parle de plusieurs centaines de millions de dollars. Mais tout d'abord, je vous propose une rétrospective de l'actualité locale et régionale en compagnie de notre collaborateur régulier, Ghislain Plourde, journaliste à l'Écho de Laval. Ghislain, bonjour et bienvenue à l'émission. Bonjour Marius. Allons-y d'abord avec cette pénurie de médecins à Laval. C'est pas la première fois qu'on en parle. Un manque criant selon des statistiques de l'Institut canadien d'information santé de 2010. Imaginez qu'à Laval, on avait 356 omnipraticiens, ce qui donne un ratio de 89 médecins par tranche de 100 000 habitants, ce qui place vraiment Laval dans le dernier tiers des régions du Québec avec Lanaudière et Laurentides. En moyenne, au Québec, on en compte 111 médecins par tranche de 100 000, alors qu'on en a 89 chez nous. C'est la même situation chez les spécialistes et même pire pour Laval, qui compte un ratio de 69 médecins par tranche de 100 000 habitants, alors que la moyenne au Québec est de 113. Eh bien. Et en plus de manquer de médecins, nos médecins sont très âgés. Outre la région de Montréal, la région de Laval est l'endroit où la moyenne d'âge des médecins est la plus élevée au Québec. Bon. Parlez-nous de ce médicament, le Gardasil, qui revient dans l'actualité. Pourquoi? Oui, vous vous rappelez cette histoire tragique de cette adolescente en 2008 qui est décédée quelques jours après avoir reçu une seconde dose de ce vaccin Gardasil qui a été créé pour lutter contre le VPH, le virus du papillome humain. Eh bien, voilà que la mère de la victime poursuit maintenant Merck Frost, le fabricant du Gardasil, le C3S de Laval et des médecins. La mère d'Annabelle Morin déplore que on ne l'ait jamais informé de quelconque effet secondaire suite à l'administration de ce vaccin. Parlez-nous d'une entreprise de Laval qui se démarque à l'international. Il s'agit de Pélican International, oui, le fabricant mondial du kayak. Et je vais même vous en apprendre davantage là-dessus, Marius. En termes d'unités vendues, la compagnie de Laval, qui a vu le jour en 68, serait la plus grande entreprise manufacturière de kayak au monde. Oui. Et ce n'est pas peu dire. On parle de kayak, mais en fait, on parle d'embarcations de plein air en plastique de toutes sortes, que ce soit des bateaux, des canots. Pélican International roule sa bosse maintenant depuis au-delà de 40 ans et ça va très bien. Notamment en raison d'une technique spéciale qu'on appelle la thermoformation, c'est-à-dire qu'on fabrique du plastique, on le forme grâce à la chaleur et ce qui permet à la compagnie une façon de faire beaucoup plus rapide et plus économique. Donc, c'est en recherche et développement qu'on a misé du côté de Pélican et c'est de cette façon-là qu'on a réussi. De plus en plus en vogue aussi le kayak. Merci beaucoup, oui, Ghislain. Pour d'autres informations, le site web. Tout à fait, l'écodenaval.canoë.ca, des infos fraîches tous les jours et suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. On peut lire le journal aussi. Distribué tous les mercredis. Bonne semaine. Merci, Ghislain. Bonne semaine. Au revoir. Cette partie de l'émission était une présentation de l'Écho de Laval. Cette semaine, à l'émission Mise à jour, nous avons décidé de braquer nos projecteurs sur les derniers grands projets annoncés à Laval et qui suscitent beaucoup d'intérêt. Pensons au métro il y a quelques années, mais plus récemment, la Évolucité, le pont de la 25, le campus de l'Université de Montréal à Laval et tout récemment, la fameuse Cité de la culture et du sport de Laval. Alors, à la suite de ce bouillonnement d'annonces récentes, nous accueillons en studio un seul invité, le maire de la ville de Laval. Et avant de plonger dans le vif du sujet et d'aller en entrevue avec M. le maire, je vous invite à jeter un petit coup d'œil sur le reportage que nous avons préparé cette semaine.
Au rythme où vont les choses, la ville de Laval risque d'être totalement méconnaissable par rapport à ce qu'elle était à sa fondation en 1965. Même qu'en raison de la multiplication de tous les projets en préparation, l'île Jésus sera entièrement métamorphosée dans les 10 ou 20 prochaines années. Tout d'abord, au seul chapitre du transport, la transformation est déjà totale. Un système de transport en commun local intégré sur tout le territoire de la STL avec des horaires d'autobus informatisés, en temps réel et disponibles sur le cellulaire ou l'ordinateur, en plus de la mise en circulation du premier autobus électrique au Québec. Ajoutons maintenant l'arrivée des 3 nouvelles stations de métro en plein centre de l'île, les stations Cartier, de la Concorde et Montmorency, aménagées au coût d'environ 800 millions de dollars, qui sont déjà bondées. Le projet Évolucité de la ville de Laval prévoit déjà l'ajout de 5 nouvelles stations pour compléter la ligne orange, en plus de la construction d'un tramway aérien. De plus, Laval a inauguré l'année dernière le pont à péage de l'autoroute 25, aménagé au coût de 500 millions de dollars afin de désengorger le secteur est de l'île et voir à son développement. Rappelons également l'inauguration en milieu d'année du campus de l'Université de Montréal à Laval sur le site de la station du métro Montmorency. Un investissement de 50 millions de dollars. 2500 étudiants universitaires sont déjà inscrits. On parle déjà d'un projet d'agrandissement. Enfin, le 13 février dernier, la ville de Laval annonce en grande pompe qu'elle va de l'avant avec son projet de construction de la Cité de la culture et du sport, qui prévoit l'aménagement d'un amphithéâtre de 10 000 places dont la gestion sera confiée pendant les 20 prochaines années à l'entreprise Evenco. Érigé à 2 pas de l'actuel palais de justice de Laval, au coût de 120 millions de dollars, le complexe multifonctionnel comprend également une patinoire de dimension olympique de 2500 places et une autre de 500 places consacrées aux activités familiales et communautaires. Ici Michel Poulain pour Mise à jour. On a vraiment l'impression que la ville de Laval est une ville métamorphosée. Pensons à l'arrivée du métro il y a quelques années, le projet Évolucité, lancé l'an dernier, en 2011, un projet extrêmement important sur l'urbanisme durable de la ville de Laval. Pensons aussi au pont de l'autoroute 25 et au fameux campus universitaire de Laval, de l'Université de Montréal à Laval. Et là, tout récemment, la Cité de la culture et du sport qui va donc être lancée, qui va se concrétiser. Une nouvelle image de prospérité qui est projetée maintenant par la 3e ville du Québec. Aujourd'hui, à l'émission Mise à jour, nous accueillons le premier magistrat de la ville, Monsieur le maire Gilles Vaillancourt, pour une entrevue sur les grands projets de la ville. Monsieur Vaillancourt, bonjour et bienvenue à l'émission. Bonjour, Monsieur le Président. J'aurais le goût de vous demander, d'entrée de jeu, quel est, parmi tous les projets énumérés, celui dont vous êtes le plus fier? Celui dont je suis le plus fier, vous ne l'avez pas énuméré. Ah non? C'est d'avoir réussi à planter plus de 250 000 arbres sur le territoire, le long des autoroutes, le long de nos grands boulevards. Parce que beaucoup de gens nous attaquaient, disaient « Laval, c'est une ville de béton, c'est une ville qui n'a pas protégé son capital de verdure ». Aujourd'hui, je pense qu'on fait l'envie de plusieurs villes, parce que notre capital de verdure, il commence à s'exprimer. On a commencé ça quand j'ai été élu maire la première fois. Replanter 250 nouveaux arbres plantés, c'est ce que vous... Plus de 250 000 nouveaux arbres ont été plantés à Laval. Ah oui? Depuis que je suis maire. Et nous n'arrêterons pas. C'est une ville qui a une grande performance environnementale. C'est un leader en environnement. Regardez tout simplement, quand vous voyez de nouvelles constructions depuis l'an passé, nous sommes la première ville au Québec qui exigeons maintenant une compensation pour la disparition de la biomasse, pas seulement dans l'emprise de rue, sur les lots qui devront être construits de chaque côté. Donc, chaque fois que vous voyez de nouvelles constructions à Laval, soyez assurés que la disparition de la biomasse, même s'il n'y avait pas d'arbres, même si c'était juste du foin, de l'herbe, la compensation environnementale a été exigée, nous permettant de réaliser ailleurs que sur ce projet-là une compensation intéressante sur le plan environnemental, que ce soit par la création de marais, la création de milieux, d'autres milieux, entre autres de verdure, nous le faisons. Donc, à Laval, chaque fois qu'il disparaît un petit capital vert, il est remplacé à la hauteur d'une fois et demie par la compensation environnementale que nous exigeons avant d'autoriser toute construction. Pourquoi, Monsieur le maire, c'est aussi important pour vous, ça? Parce que quand on bâtit une ville, il faut toujours qu'elle garde un caractère naturel.
Quand vous regardez nos grands boulevards, ils sont absolument importants. Et un réseau routier, c'est fondamental. La colonne vertébrale de l'économie, c'est le réseau de transport. Ça s'appelle le réseau d'autoroutes, de routes et de transport en commun. Mais si vous n'avez pas à l'intérieur de ça un capital vert intéressant, où les gens se promènent et sentent qu'il y a encore un contact avec la nature, entendent le piaillement des oiseaux, entre autres, dans la rue, vous allez nulle part. Alors, on a besoin de ça et nous le faisons en même temps que nous faisons tout le reste. Parce qu'on avait de beaux boisés à Laval qui sont toujours là. Nous en avons et nous en acquérons. Les milieux humides aussi. Régulièrement, nous les protégeons. Mais chaque fois que nous devons en transformer un parce qu'il y a une nécessité de le faire, il n'est pas perdu, il est recréé ailleurs. Et la plus belle réalisation dont vous êtes le plus fier, ce sont les 250 000 arbres plantés à Laval depuis ces dernières années. Et les autres qui vont suivre, parce que maintenant, on plante d'une façon constante. Bon, là, vous m'étonnez, Monsieur le maire. Alors, je trouve ça excessivement intéressant, remarquez. Après ça, ce serait quoi le deuxième projet que vous aimez, que vous... Je vous dirais qu'ils sont tous à peu près d'importance égale. Quand on voudra regarder sur le plan de l'essor culturel et sportif quel a été le moment le plus important, c'est celui que nous vivons actuellement. Celui-là, un lieu de rassemblement de 10 000 personnes dans une grande ville, c'est une chose absolument nécessaire. Il arrive. Mais il ne serait pas arrivé si on n'avait pas obtenu des 3 stations de métro. L'université ne serait pas venue si on n'avait pas obtenu les 3 stations de métro. Si on n'avait pas le pont dans l'Est aurait été sclérosé et une partie importante de notre potentiel de développement industriel, commercial et surtout résidentiel aurait été handicapée. Alors, toutes ces choses-là ont leur importance. Mais c'est la somme de ces choses-là qui définit la nouvelle personnalité de Laval. Vous savez, quand on a ouvert les 3 stations de métro de Laval, s'il n'y avait pas eu de succès, de fréquentation, ça serait terminé là. On a parlé abondamment des coûts du métro de Laval à une époque. Combien ça a coûté, Monsieur le maire? Apparemment, ça a coûté 764 millions, mais c'est le prix. Il y a eu un rapport de la vérificatrice générale de la province qui a montré que ça avait coûté ce que ça devait coûter. OK. À l'époque, on a enduré pendant des années dire c'est effrayant le dépassement du coût du métro à Laval. C'était pas vrai du tout, c'est que les estimés d'origine avaient été mal faits. Mais le coût à la fin, il était bon. On transporte 65 000 passagers. Succès total. Succès inespéré. Il n'y a plus de place sur la ligne 2 orange. Les Montréalais sont probablement fâchés après nous parce que quand ils viennent pour s'asseoir dans leur métro, il y a déjà beaucoup de Lavallois et de gens du Nord qui sont dessus. Mais vous devez comprendre que le train de l'Est de Montréal qui va aller jusqu'à Mascouche, on parle de 790 millions. Puis on parle de transporter par jour uniquement 11 000 personnes. Donc, regardez toute la bonne affaire que ça représente, l'investissement du métro. Ça a donné un service de transport efficace, rapide, propre, parce que le métro, il est toujours à l'électricité, puis l'électricité au Québec n'est pas produite au diesel ni au charbon, elle est produite par l'eau. Donc, on a un gain environnemental extrêmement important. Regardez l'augmentation de la fréquentation sur la ligne de train de Blainville vers Montréal, qui prend la plus grande partie de sa clientèle, d'ailleurs, à Laval. Et le matin, quand je vais à la station Concorde, on me dit qu'il y a des transferts entre 600 et 900 personnes qui transfèrent du train, qui vient du Nord, pour aller dans notre métro. Alors, ça donne un succès incroyable. Oui, diriez-vous, Monsieur le maire, que, effectivement, la configuration du transport maintenant à Laval place la 3e plus grande ville du Québec dans une catégorie à part où va placer Laval stratégiquement pour l'avenir? Déjà, on est placé d'une façon très stratégique. Le réseau de routes et d'autoroutes que nous avons est extraordinaire. Le réseau de transport en commun qu'on a bâti, regardez notre société de transport, qui a augmenté son offre de transport de 37 % depuis l'arrivée du métro, qui en plus a modernisé son réseau. Nos autobus, plusieurs sont Wi-Fi, toutes le seront à très court terme. En plus, on a un système qui s'appelle STL Synchro. Vous avez votre iPhone dans votre main, dans votre domicile. Vous allez regarder, vous dites, moi, je m'en vais, par exemple, au métro Montmorency. Elle vous donne la ligne, puis elle vous dit dans combien de minutes elle va passer sur le coin, en temps réel. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. C'est la seule société de transport qui est rendue à ce niveau-là au Québec.
Donc, j'espère que tous y accéderont le plus rapidement possible. Donc, on a augmenté énormément l'offre des services, on a augmenté la qualité du service. Quand vous allez pouvoir avoir un autobus Wi-Fi partout sur le territoire et que vous avez déjà la possibilité de savoir si l'autobus est en retard ou si elle va devancer à votre coin de rue, c'est extraordinaire comme renseignement, comme intérêt pour l'usager. Et ça nous amène à Évolucité, Monsieur le maire. Avant d'arriver à Évolucité, je dois vous dire qu'en plus, la STL est la première société qui a acquis, à travers un programme d'expertise partagé avec le gouvernement du Québec, un autobus électrique de pleine dimension. Et vous allez voir, au printemps, cet autobus sillonner les rues sur des circuits absolument réguliers. C'est un test que nous faisons sur l'autobus électrique qui va nous permettre de déterminer est-ce qu'on est capable de passer directement de l'autobus à carburation diesel à l'autobus électrique et obtenir un bon rendement à des coûts économiques et faire disparaître davantage de pollution. Alors, toutes ces améliorations qu'on a faites, c'est ce qui nous a amené à penser aussi à Évolucité, qui est votre prochain sujet. Bien, écoutez, j'amenais Évolucité pour la simple et bonne raison que dans le projet, on a prévu 5 nouvelles stations de métro. Je voulais vous relancer avec le métro. Est-ce qu'on va boucler la boucle, finalement? La plus grande erreur que pourrait faire la région métropolitaine, ce serait de ne pas boucler la ligne 2 ouest avec la ligne 2 est. Pourquoi? Parce que la ligne 2 est est déjà à saturation. Il reste de l'espace dans la ligne 2 ouest. Il y a beaucoup de gens de Laval que si la ligne 2 ouest, qui actuellement arrête à Côte-Vertu, rentrait de Laval, prendraient la 2 ouest parce que leur point de destination serait probablement mieux servi par la 2 ouest. Alors, il va être nécessaire de faire la 2 ouest. J'ai rencontré des experts qui m'ont expliqué ça, qui m'ont dit il faut absolument faire la ligne orange, la rentrer dans Laval et faire une jonction. Et même faire un point de rupture dans Laval parce qu'elle est devenue trop longue, cette ligne-là. Donc, un point d'échange. Alors, je suis très confiant parce que quand vous regardez le coût du métro, qui va coûter un petit peu moins cher que le train dans l'Est, quand vous regardez la qualité du développement qu'il a engendré et qu'il va continuer d'engendrer, la valeur des investissements qui vont arriver, et quand vous allez regarder la fréquentation, là, un train qui ramène 11 000 personnes pour le même prix qu'un métro qui en ramène 65 000, c'est pas du tout la même chose. Alors, le temps joue en faveur de notre projection d'évolucité. Et on est conscient qu'on précède un peu le gouvernement et on travaille comment on peut trouver du financement pour réaliser rapidement le métro, parce que la véritable solution, c'est le métro. Tramway aérien aussi, ça nous amène au tramway aérien. Écoutez, juste en passant, les 5 stations de métro dans Évolucité, est-ce qu'on a mis un chiffre là-dessus, Monsieur le maire? C'est pas à nous de le mettre, mais c'est à peu près, je dirais, de l'ordre d'à peu près 1,2, 1,4 milliards de dollars. OK. Et pour clore notre section transport, on irait peut-être avec le tramway aérien? Est-ce que c'est toujours dans les cartons, ça? C'est une étude qui est en marche, qui va déterminer si c'est une opportunité qui nous permettrait d'attendre le métro. C'est toujours long construire un métro. Hein? On s'entendre, trouver le financement, commencer des plans, puis commencer à réaliser ça, ça prend des années. Alors, on va regarder si ça peut être une alternative intéressante à des coûts très économiques. Et quand on aura cette étude-là, on prendra une décision. OK. Pour boucler la boucle du transport, on ne peut pas passer à côté du pont dans l'Est. On parlait des projets qui vous tenaient à cœur particulièrement. Évidemment, ce sont tous des projets importants, majeurs, significatifs. Le pont dans l'Est, il n'y a pas beaucoup de villes au Québec qui ont pu se vanter d'avoir construit un nouveau pont ces dernières années. C'est pas la ville qui l'a construit, c'est le gouvernement du Québec qui l'a construit à travers un partenariat public-privé, avec évidemment un péage qui voit assumer des revenus suffisants pour capitaliser l'ouvrage et capitaliser la part aussi du gouvernement à long terme. Alors, c'est le compromis qu'on a fait pour obtenir un pont. Il est à péage. De la même façon qu'on m'indique que le pont Champlain, quand il sera reconstruit, sera vraisemblablement à péage. Bon. Alors, les autres ponts sont encore gratuits. Et à mon avis, on doit toujours offrir une alternative gratuite à celui qui ne veut pas contribuer à payer son nouveau lien de transport. Et dans ce sens-là, la région offre les deux. En termes d'utilisation, êtes-vous satisfait, Monsieur le maire, du pont de l'autoroute 25? Bien, j'ai rencontré les autorités de la 25 qui me disaient que cette année, leur clientèle est suffisamment bonne
qu'ils vont probablement retourner un peu plus de 10 millions de dollars au gouvernement. Bon. Parlons du campus maintenant. Un campus universitaire à Laval, c'est quand même absolument incroyable. On avait déjà l'INRS, évidemment, l'Institut Armand Frappier, un campus universitaire. Et là, on a un deuxième campus universitaire situé dans un quadrilatère stratégique aussi. L'INRS Armand Frappier qui donnait des diplômes de deuxième et de troisième cycle, alors qu'on ne donnait pas encore sur notre territoire des diplômes de premier cycle. Oui. L'INRS Armand Frappier qui est toujours un partenaire extraordinaire, nous n'aurions jamais réussi la Cité de la biotech sans la présence d'Armand Frappier. Est-ce qu'on aurait réussi, est-ce que le docteur Bellini a réussi à Biochem sans la présence d'Armand Frappier? Peut-être pas. Jamais. Ah, jamais. Alors, c'est un partenaire extraordinaire et je profite de l'occasion pour les remercier encore. Mais nous avions aussi besoin de services universitaires plus variés, moins orientés sur la recherche. Et nous avons donc présenté une proposition à l'Université de Montréal. On l'avait présenté aussi à l'Université du Québec à une époque, qui l'a décliné. Finalement, M. Lacroix, qui était le recteur à l'époque, a sauté sur l'occasion. Le métro venait d'être annoncé. Le métro est un élément déclencheur et ça change toujours la personnalité d'une ville. Vous m'avez dit tout à l'heure, lequel est le plus important? Les éléments, ils sont tous très importants, c'est quand ils se conjuguent ensemble que là, on atteint la grande importance. On a commencé à discuter, on a trouvé une formule pour attirer l'université chez nous. L'université s'est bâtie un très beau pavillon devant le cégep Montmorency, à côté de l'école de Tendre. Il y a donc un pôle de savoir intéressant qui s'est construit là, sur une station de métro. Et là, c'est plus qu'un pavillon, c'est un campus. C'est un campus. Ah. Bon. On a déjà prévu la traverse souterraine en dessous de la rue pour aller rejoindre le deuxième terrain. Alors, les gens sortent du métro et rentrent directement dans le corridor donnant à l'université. Ils vont faire la même chose pour aller vers le deuxième pavillon. Donc, tout est planifié, tout est prévu pour leur expansion. 2500 universitaires, c'est complet, M. le maire, déjà. Déjà. Alors, j'avais dit au recteur, quand vous allez ouvrir, vous allez avoir une seule difficulté, vous allez avoir un débordement de clientèle. Imaginez-vous, ils peuvent peut-être accueillir jusqu'à 4000 étudiants, dépendant comment ils le font. Ils auront, globalement, quand ils auront bâti le deuxième pavillon, ils vont être en haut de 5 à 6 000 étudiants quotidiennement. Le cégep en a déjà 4 500. L'école de Tendre, à peu près 2 000. Imaginez-vous, là, 10 000, plus 5 000, 15 000, 17 000. Il y a beaucoup de villes au Québec qui n'ont pas 17 000 de population. Nous, dans 3 petites institutions sur une station de métro, nous aurons ça, là. Sans compter les édifices à bureaux qui vont se construire, sans compter les magnifiques condos et d'autres résidences aussi. Le logement, il faut penser au logement aussi. Au logement, à caractère abordable, à caractère social, il va en avoir. Tout le monde va avoir sa place. Tout le monde va avoir sa chance. Et la station Montmorency, comme les autres stations, quand vous allez voir la station Concorde, actuellement, elle est sur des vieilles friches industrielles, mais qui vont toutes disparaître. Et la station Concorde va accueillir 2500 nouvelles unités de logement dans la partie nord, comme dans la partie sud. Et quand vous allez voir ce qui s'en vient à la station de métro Cartier, l'entrée du pont, vous allez voir disparaître des bâtiments. La configuration va changer complètement. Dans 10 ans, quand vous allez passer là, M. Brisson, si vous avez un de vos amis qui n'est pas venu vous visiter pendant 10 ans, il ne s'y reconnaîtra pas. Il ne se reconnaîtra pas. Il va penser qu'il est dans une autre ville. Mais c'est la même ville qui va faire, au lieu d'avoir fait une croissance uniquement linéaire, l'aura fait avec un peu plus de densité, avec des équipements de transport et une façon de communiquer et de se transporter qui va être très différente. On dirait, M. le maire, que les projets arrivent à point. Le métro est déjà bondé, le campus universitaire est déjà complet, le pont de l'autoroute 25 qui prévoit déjà un développement qui va très bien, et là, le centre multifonctionnel qui s'ajoute à ça. Est-ce que votre enthousiasme est aussi grand? Mon enthousiasme est encore plus grand, parce que ce grand lieu de rassemblement des Lavallois, où ils vont pouvoir se fréquenter, partager le même plaisir de voir leur équipe gagner. Bon. Ou leur artiste préféré. Ou leur artiste préféré. On ne parlerait pas du Canadien quand même, M. le maire. Soyons indulgents. De ce ainsi, ils ne gagnent pas grand-chose. Bon. Mais quand ils vont être capables de voir ça, leur fierté va être grande, parce que leur succès est grand. Et les Lavallois sont des gens fiers, des gens qui sont capables d'entreprendre, qui savent oser et qui savent réussir. Et leur ville, ça doit être le reflet de ce qu'ils sont.
Alors, pas de doute dans votre esprit concernant ce 10 000 places du centre multifonctionnel? J'ai juste une inquiétude, c'est qu'on ne l'ait pas fait assez gros, pas qu'on l'ait fait trop gros. Monsieur le maire, vous avez des rêves aussi, j'imagine. Vous en avez réalisé plusieurs. Vous en avez encore des rêves, monsieur le maire? Ah, il en reste encore beaucoup. Écoutez, les 5 stations de métro. Oui. C'est un rêve extrêmement important. Un centre de foire aussi, est-ce que c'est dans les cartons? Centre de foire, c'est toujours dans les cartons. On va présenter le projet pour fin de subvention. Puis aussitôt qu'on aura nos subventions puis qu'elles seront attachées, on va procéder à une demande de soumission. Mais il y a tellement de projets. J'ai regardé l'autre jour, on m'a présenté la carte des projets à venir, qui sont actuellement à l'étude au service d'urbanisme. Et c'est incroyable. Ce que vous avez vu dans les 10 dernières années, qui a été extraordinaire, c'est peu par rapport à ce qui va se passer dans les 10 prochaines années. Comme on dit en anglais, « Don't go away now, the best is yet to come ». Et Laval a une place au soleil extraordinaire. Une place que personne ne peut changer. Est-ce que vous aviez ces idées en tête, monsieur le maire, lorsque vous avez débarqué à l'Hôtel de Ville il y a de cela quelques décennies? Est-ce que ce sont des choses que vous aviez vues ou petit à petit au contact que Quand vous avez... j'étais étudiant, je suivais la Corporation interurbaine de l'île-Jésus. Et à l'époque, la commission Sylvestre est venue entendre tout le monde sur le territoire pour déterminer l'avenir de l'urbanisation de l'île-Jésus. Et la commission Sylvestre recommandait des fusions dans l'île-Jésus. Bon. J'étais un partisan de la fusion. Je croyais qu'il fallait bâtir dès le départ une ville et l'organiser comme une véritable ville. Bon. Évidemment, ça prend du temps. On va fêter dans 3 ans notre 50e anniversaire. Bon. 50 ans, dans l'histoire d'une ville, c'est une fraction de seconde. Regardez, Jérusalem a des millénaires d'existence. Damas, c'est la même chose. Athènes, c'est la même chose. Bon. Alors, ici, tout est à faire. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est l'opportunité de créer un milieu de vie agréable, tourné vers l'avenir et offrant dans le présent une qualité de vie très importante aux citoyens et aux citoyennes. Monsieur le maire Gilles Vaillancourt, feuille de route assez impressionnante, je dois vous le dire, je dois vous le confier avec les dernières annonces que nous avons connues à Laval. Félicitations et merci beaucoup d'être passé à l'émission et de partager cet enthousiasme et ces rêves avec nous et avec nos téléspectateurs. Madame, monsieur, nous faisons une petite pause. Tout de suite après, c'est la conclusion de Mise à jour. Alors voilà pour cette dernière édition de Mise à jour, présentée à chaque semaine en première diffusion. 18h30, le mercredi, c'est un rendez-vous à TVRL, la télévision régionale de Laval. Pour les rediffusions, je vous invite à nous appeler, consulter les journaux ou visiter notre site web. Et si vous voulez voir l'émission via votre ordinateur, c'est très simple. Section Web Télé, vous cliquez sur MAJ pour Mise à jour. Ici Marius Brisson, au nom de toute l'équipe de TVRL, bonne semaine.